Eh bien voilà, mesdames et messieurs, êtres humains enfin resséchés, eh bien bienvenue dans Culture Club Sandwich. Ce soir, nous enregistrons dans un état d'émotion rare, presque mystique, puisque après 37 jours consécutifs de pluie, un déluge interminable digne d'un reboot de l'Arche de Noé, un record jamais vu depuis 1959, un événement prodigieux s'est produit. La grosse boule de feu dans le ciel est revenue. Oui, le soleil, celui qu'on évoquait avec nostalgie, euh, voilà, il est revenu, enfin. Et donc, Vite fait, revigoré hein. par cette... c'est clair. Revigoré par cette apparition quasi divine, nous sommes réunis pour célébrer la culture sous toutes ses formes. Et à mes côtés ce soir, j'ai la grande prêtresse des découvertes sensibles et surprenantes, j'ai Sophie. Bonsoir. Et face à elle, l'oracle des opinions tranchées, l'homme qui peut transformer une simple recommandation en débat national, Florian. Bonsoir, je suis personnellement pas dans un état émotionnel rare, mais dans un état émotionnel zip. Voilà, ceci pour mon... Est-ce qu'il faut qu'on te décompresse? Exactement. J'ai besoin de D'accord. décompresser. Ou de l'être. Et donc ce soir, on va revenir sur nos pérégrinations culturelles de la semaine, ce qu'on a vu, lu, écouté, adoré, détesté ou simplement subi. Et puis comme toujours, on vous servira nos recommandations maison croustillantes, fondantes, parfois épicées, mais préparées avec amour. Voilà. Donc installez-vous, respirez ce rayon de soleil tant attendu, même si là il fait nuit, et préparez-vous à plonger avec nous dans ce buffet culturel. Et bien, Culture Club Sandwich numéro 62, et bien c'est parti. Et on va commencer avec quelqu'un qui a passé sa semaine dans des univers où les relations humaines sont instables, entre dystopie dérangeante et romance qui tourne un peu au vinaigre. Florian, tu nous fais un combo de Beauty Love Story. Bravo pour ce voyage Oui, émotionnel. c'est ça. Je suis retourné à mon corps défendant après avoir subi quelques épisodes de Holisphère dans des terres un tout petit peu comme le Mordor de Tolkien que je explore peu en tant que sériephile. Voilà, donc auprès donc de ce que je suis contraint d'appeler le Ryan Murphy Televised Universe. Televised Industrial Complex. Et donc j'ai vu deux séries qui sont actuellement en diffusion sur Disney+. Donc l'une dans laquelle il est très 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 impliqué, puisqu'il réalise et il coécrit, et il a donc la main tentaculaire très très ferme sur ce projet. C'est une adaptation d'un comic book qui s'appelle The Beauty. Donc avec beaucoup de réguliers et moins de réguliers, entre autres Evan Peters, Anthony Ramos, Ashton Kutcher, j'en passe, c'est des meilleurs et des pires souvent. Et de l'autre côté du ring, on a une série qui, spoiler alert, est beaucoup plus, on va dire, agréable, on va dire, à regarder, puisque c'est littéralement une love story. C'est la première saison de ce qui a été annoncé déjà en 2021. Donc c'est pour les Américains, American Love Story. Pour les internationaux qui aiment pas trop les Américains, c'est juste Love Story, True Story. Et c'est diffusé actuellement donc sur Disney+. Donc les 3 premiers épisodes de Love Story ont été diffusés vendredi dernier, juste avant la Saint-Valentin. C'est très très beau, génie du marketing ce Ryan. Et de l'autre côté, on a donc The Beauty qui va bientôt se conclure ce jeudi avec les épisodes 8 et 9. Et donc il est beaucoup moins impliqué sur Love Story, puisque ce sont les producteurs exécutifs de American Crime Story, dont les noms m'échappent, c'est Nina Jacobson et Brad Simpson qui sont beaucoup plus impliqués là-dedans. Et c'est inspiré d'un livre qui relate la romance entre John F. Kennedy Jr. et Caroline Bessette, qui était donc employée et confidente de Calvin Klein de son éclat et de son état, et qui va vivre une relation avec donc l'héritier fils Kennedy au milieu des années 90, jusqu'à, spoiler alert, mais il commence par là, leur mort tragique dans un accident d'avion en 1999, juste avant Woodstock 99, mais ça n'a absolument rien à voir. Du coup, on va Sophie, d'après mes informations, a vu le premier épisode. Moi, j'ai vu Juste les un. 3 épisodes de chaque, de The Beauty et de American et de Love Story. Voilà, Love Story. Donc, on va commencer par le pire, donc The Beauty.
J'ai J'avoue que j'ai Rebecca Hall qui est, voilà l'interprète féminine principale en fait, en tout cas sur les premiers épisodes. Qui donc est une enquêtrice du FBI qui est dépêchée pour enquêter sur des meurtres, pardon, sur des morts très très gore et très très sanglantes de top modèles qui se mettent donc à littéralement péter un câble jusqu'à exploser au vu et su du public et des CRS français en fait. Donc ça n'est contrairement à ce que je suis en train de décrire, il n'y a pas du tout de commentaire politique là-dedans. Et donc Rebecca Hall est dépêchée avec le personnage joué par Evan Peters, donc régulier de Ryan Murphy, pour enquêter sur ces morts. Et plus on va découvrir très très progressivement que elles sont dues à un espèce de sérum miracle ou de gène miracle en fait qui rend instantanément beau. Mais comme chez Ryan Murphy, comme dans la vraie vie, il faut souffrir pour être beau, les transformations en fait vont être extrêmement gore. Le premier épisode en fait plus ou moins expose ça de manière mais très Ryan Murphyesque en fait, donc très voilà, très très brut de décoffrage. Je rentre dedans, je n'ai absolument rien compris à la dynamique relationnelle des deux agents du FBI qui sont chargés d'enquêter, à part le fait voilà quoi, ils s'accouplent comme dans des Il lapins. baise. Voilà, ils baisent, à part le fait En résumé. ils s'accouplent comme des lapins dans n'importe quelle chambre d'hôtel surpayée par le gouvernement fédéral américain. Oui, alors J'ai déjà, pas le du tout gouvernement, ils compris ont un leur dynamique. budget. Et ils ont un budget absolument énorme. Ryan Murphy, malheureusement, réalise les 3 premiers épisodes et c'est là où le bas blesse. Ryan Murphy, malgré ses 25 ans de carrière télévisée, ne sait pas réaliser de scène d'action, ce qui donne une première scène donc sur Firestarter de Prodigy, qui est probablement de mes titres préférés depuis que j'y suis tout petit, et qui est très 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 mal servi. Et du coup, j'ai malheureusement rapproché la stylistique des combats et cascades et poursuites d'un mauvais réalisateur d'EuropaCorp, donc du type Olivier Mégaton, soit du gros boss de EuropaCorp dont nous tairons le nom ici. Je vais donc ça c'est pour les très très mauvaises choses. Malgré tout cela, j'étais très très curieux de découvrir The Beauty, tout simplement parce que le thème de voilà la beauté qui ne se mange pas en salade et qui pourrit l'âme humaine, c'était quelque chose qui avait été largement évoqué dans, pour le coup, une de mes séries préférées des années 2000 via Monsieur Ryan Murphy, c'est Nip Tuck. Donc il revient, on va dire, un tout petit peu au basique, mais il revient au basique avec un budget illimité et avec un manque de focus assez inhérent. Voilà, le fait qu'il soit vraiment super impliqué à l'écriture et à la réalisation, vraiment on ne le sent pas parce que c'est un bordel organisé. Et voilà, que j'ai envie de dire, voilà, Rebecca Hall est beaucoup trop bien pour ce projet. Les actrices dont je ne spoilerai pas l'identité, qui sont notamment les égéries de David Lynch, paix à son âme, sont également sont beaucoup trop bien pour ce projet-là, donc ça me fait un tout petit peu mal au cœur. Ashton Kutcher est littéralement au niveau de ce projet, et malheureusement Anthony Ramos en fait notamment des caisses. Donc j'ai terminé tout à l'heure de regarder le 3e épisode, hein, et je ne saurais malheureusement pas recommander le visionnage de The Beauty à Fred, malgré le fait que on apprend beaucoup de vérités sur la carrière du chanteur de yacht rock Christopher Cross. Donc même l'épisode s'appelle Ce beau Christopher Cross. Et voilà, donc ça part littéralement dans tous les sens. C'est c'est gore et c'est au niveau des maquillages, d'effets spéciaux, j'ai envie de dire que ça fait le taf. Mais voilà, la réalisation, la photographie sont littéralement indignes et j'ai pas envie d'y revenir. Donc, qu'en as-tu pensé, Sophie? J'ai trouvé que c'était très jaune pipi. Mm. Vraiment, j'ai trouvé la photographie dégueulasse. La scène de début, je la trouve
plutôt pas mal, jusqu'au moment où, sans spoiler, on arrive dans le bar et que c'est le bordel. Euh, Étonnamment, j'ai trouvé que Bella Hadid, je pense que cette femme ne sera jamais moche. Elle est magnifique. Cette scène est... Non, mais c'est vrai, la scène est plutôt sympa. Et après, je me suis retrouvée perdue. Moi, il y a un moment qui m'a choquée dans ce premier épisode et qui a fait que j'ai un peu décroché. C'est quand on a le personnage de Jérémy et que tu as le médecin qui lui dit t'es un incel. Et l'autre, il dit mais c'est pas ta faute, c'est juste que t'es moche et c'est pour ça que t'es un incel. Bah en fait, non, c'est de ta faute si t'es comme ça. C'est pas de ta faute si tu es moche, parce que oui, en effet, c'est la génétique, mais c'est de ta faute si après tu deviens une grosse merde qui va harceler des femmes, qui va les payer pour faire des trucs pas ouf. Et voilà. Excusez encore une fois tout ce qui tape sur les femmes. C'est comme d'habitude chez Ryan Murphy, hein, je veux dire, Ryan Murphy, je pense que c'est plus à prouver que de toute façon, il aime pas les femmes, vu le mal qu'il aime leur faire. Et je suis pas encore arrivée à Ashton Kutcher, enfin, j'ai vu la bande-annonce et je sais qu'il va être au niveau de That 70's Show, c'est-à-dire que ça va être vraiment le pire personnage et que ça va être une énorme merde parce que ce mec ne sait pas jouer. Ce qui me dérange en plus, c'est que encore une fois, on a engagé un acteur qui soutient un violeur qui est en prison actuellement et voilà. Mais je suis assez curieuse de voir où ça va nous emmener, mais je trouve que pour un premier épisode, c'est pas alléchant. La série ne donne pas envie. Moi, si je continue, c'est parce que je suis cliente de Ryan Murphy, même si je sais que quand il commence bien une série, enfin une saison en tout cas, il sait pas la terminer. J'attends de voir où il veut nous emmener, parce que je reste assez curieuse de voir où on va. Mais je trouve que pour un premier épisode, ça donne pas envie. C'est moche, c'est pas hyper bien joué. Je trouve que c'est pas le casting fait le strict minimum et pourtant j'adore Evan Peters, mais tu sens qu'il se dit je m'en fous, de toute façon il y a Ryan qui me donnera un rôle et qui me donnera du taf au Et pire il si y je a ne trouve aussi un plus. truc, j'ai pas du tout, je pense qu'il a zéro alchimie avec Rebecca Hall, ce qui est un gros Aussi, problème. Donc ouais. on a des comédiens où on sait qu'ils sont talentueux, mais on nous demande Mhm. de les faire jouer des bombes sexuelles ou quand ils arrivent dans un bar, en fait, tout le monde les regarde, etc., où ils sont Ouais. extrêmement promiscueux. Et pour moi, ça ne Non, fonctionne ça pas marche des pas. masses. Non pas que Evan Peters soit très très chum à regarder, ça je suis d'accord que c'est pas un mec chum, mais c'est pas Loin de là. vraiment voilà le parangon c'est pas vraiment le parangon de beauté C'est pas Henri ténébreuse en Cavill. fait qu'on essaie de nous vendre avec le personnage. Non, c'est sûr. Et je trouve aussi ce qui est dommage, et encore une fois, c'est toujours des trucs américains. Et dès qu'il y a un truc qui se passe en France, ils sont toujours obligés de prendre des acteurs qui sont français, entre guillemets, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. La médecin légiste, tu le vois qu'elle n'est pas française, elle a un accent. Elle a même pas. Elle a un accent américain ou anglais, enfin voilà, tu sens que tout ce qu'elle dit, on comprend rien. Et toute cette scène où il parle en français, je n'ai rien compris. Est-ce que je peux avoir des sous-titres? Parce que ils sont en train de parler ma langue maternelle, mais je sais qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent et je ne comprends pas non plus ce qu'ils disent. Donc du coup, je chopais un peu des mots comme ça. À voir après s'ils ont un peu plus d'alchimie, mais c'est vrai que pour l'instant, ce duo d'enquêteurs, pour moi, ça marche pas du tout. Vraiment pas du tout. Pour les abonnés à Disney+, en fait, qui ont été largués pendant cette scène, il faut juste changer la langue de anglais à phonétique. Non phonétique, pardon. Voilà. Moi, D'ailleurs, tu j'avoue que parlais au j'avais les passage. sous-titres, hein. Sinon, Ouais, j'aurais c'était pas pu. dur, hein. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, pour en rajouter sur le Ryan Murphy cinématique, complexe univers, métaphysique, tout ça, il y a Mhm. aussi, et c'était une série aussi qui, je sais pas trop son implication, mais il y a aussi American Sports Stories qui est sorti parce que, je veux dire, il touche à tout. Bientôt, on va avoir, je sais pas, enfin, je ne sais pas dans quoi il n'est pas allé, mais en fait, c'est sur l'histoire d'Aaron Hernandez, donc un footballeur, je crois qu'il était footballeur, Oui, qui était oui. promis à un grand futur et tout, et qui en fait s'est retrouvé condamné à prison, s'est retrouvé condamné à vie en prison et qui s'est suicidé dans sa cellule. Et ça, c'est un truc aussi où j'étais super curieuse. Et là aussi, Ryan Murphy y est allé. J'ai vu que c'était sur Disney Plus hier par hasard, alors que la série date de 2024. Oui, Donc, oui, oui, si jamais vous aimez le ça n'a sport et pas, que. enfin ça a été pour du Ryan Murphy, ça a été lancé de manière super discrète. Bon, il y avait pas Oui, c'était pas blindé de thunes comme The Beauty, mais ça a été par rapport à toutes les American Horror Story où en fait FX met le paquet pour mettre des gros teasers, fait des teasers d'annonces de casting, enfin des teasers d'annonces de cast
avant de révéler le trailer d'annonce de cast, enfin du n'importe quoi, pour le coup, American Sports Story, ça a été vraiment lâché un Mm. tout petit peu dans la nature. Mais même Hollis Fair, hein, je veux dire, j'en ai plus entendu parler que de ça. En fait, j'ai même pas vu une seule pub, j'ai rien vu du tout. C'est vraiment par hasard, et parce que déjà j'avais oublié qu'il devait faire ça. Et c'est vraiment là, hier en étant sur Disney+, je regarde, je fais putain, ça aussi c'est sorti. Je pensais pas que c'était arrivé en France. Et c'est vraiment, ouais, c'est passé sous les radars. Personne n'en a parlé. Il y a pas eu, il y a rien eu quoi. Ah si, si, je suis pas d'accord. Enfin, il y a eu une avant-première à Paris, il y a eu plein. Enfin, moi, il y Ah avait ouais? les Champs-Élysées étaient blindés d'affiches, le métro et tout ça. Ça a été là pour le coup, ils ont vraiment. Je suis dans ma campagne, moi. Je suis dans ma... Ouais. Enfin, Chez moi, tu sais, il y a des il y a des ratonnades, hein. Il n'y a pas trop de Ryan Murphy, donc c'est moins rigolo. comme Bon, des disait fois, les deux peuvent se rejoindre, on sait pas. J'avoue. mais c'est des choses où et justement le Hollisphere, en fait, je pense que je vais finir par masochisme la saison, mais je pense que c'est tellement blindé de thunes en fait que même Carla Bruni-Sarkozy dirait arrête, donc stop. Donc, et c'est donc ce qui m'amène à à une sans transition à donc une autre histoire people, non pas du couple Bruni-Sarkozy et leur bracelet, mais enfin, je parle bien sûr de la joaillerie de Carla. Hein. Oui, bien sûr. Et je suis un comique bien pro. Hein. Mais Love Story, donc avec donc John F. Kennedy et Caroline Bessette. Alors c'est bien mieux. C'est pas ouf. Alors, je suis personnellement pas voilà, un gros fan de la rom-com. Je ne suis pas du tout au fait de vraiment. Voilà, moi je suis. Enfin, même si j'étais lecteur de point de vue, je suis pas au fait de cette affaire, de cette histoire-là. T'as pas lu Euh, People. j'ai pas lu People, je lisais pas People dans les 90s, donc ce qui est un gros handicap quand tu regardes la série. Donc j'ai appris que voilà, l'ex de John F. Kennedy, c'est Madame Darilana. Et ouais. Et elle est On lit pas jouée. People, nous non plus. Ouais, alors moi j'étais. Voilà, c'est ça. Donc ils castent relativement bien en fait, et ils font relativement bien les têtes voilà quoi, des comédiens qui sont invités à jouer donc les rôles non fictifs. Donc dans le premier épisode, il y a en guest donc une comédienne qui joue Annette Bening. Donc quand on la voit, on reconnaît que voilà que c'est Annette Bening. On n'a pas quand on parle de Annette, on visualise et ça, il n'y a pas de problème et tout. C'est super bien foutu. Mais Daryl Hannah, la caractérisation, c'est vraiment pardon d'être, mais c'est vraiment comme ça que ça joue. C'est vraiment l'ex-chieuse en fait qui va mettre des bâtons dans les roues, alors que John F. Junior et Caroline sont en train de se rapprocher, et c'est l'ex qui revient avec son chien et parce qu'ils ont unfinished business. Et c'est vraiment une des séquences ou un des points les plus négatifs de la série, parce que euh, contrairement en fait à tout ce dont on nous habitue avec le Ryan Murphy Television, c'est une série qui développe bien ses personnages, qui joue super bien. Euh, j'ai que du positif à dire sur la prestation de Naomi Watts en Jackie Kennedy. C'était pas forcément gagné. Là, j'ai envie de dire, voilà, c'est souvent surécrit. On lui fait souvent dire des choses pleines de sagesse, etc. Vu le rôle qu'elle a dans le début de saison. Mais vraiment, Naomi Watts donne vraiment corps à cette prestation-là. Donc on y croit. La photographie, pour le coup, est pas chum. Ça se passe en printemps, en été. C'est plein de teintes dorées, voilà quoi, plein de chaleur, plein de cadrage, on va dire, doux. C'est vraiment une série qui est agréable à regarder. Donc il y a vraiment un effort qui est fait par rapport à ça. Et c'est aussi une série qui correspond à l'autre obsession de Ryan Murphy Co. C'est les comment des personnages ultra célèbres et ultra cotés en fait s'accommodent ou arrivent à développer une vie personnelle et un jardin intime malgré en fait tout le poids qui pèse sur leur petite personne.
Et donc c'est, voilà, enfin, quelque part, Ryan Murphy, j'étais en train de penser, c'est un peu la Mireille Dumas du PAF, puisqu'il adore concilier vie privée et vie publique. Et voilà, c'est cadeau. Et c'est des choses où Caroline, pour le coup, donc la comédienne qui joue Caroline Bessette, que je ne connaissais pas, c'est Anna Pidgin, je crois. Anna Pidgin, ouais. Qui est vraiment pas mal. JFK Junior, et c'est vraiment un testament de la qualité de la série. On a amené, voilà, un kidam canadien non connu qui aurait très bien pu jouer dans une saison 6 de The Flash sur la CW, et il arrive quand même à avoir, en plus de la physicalité, voilà, un certain charme, et à essayer d'habiter le personnage, voilà, qui était vraiment le playboy 90s, totalement magnétique, vraiment placardé sur tous les murs et dans tous les stands de Press People. Donc, contre toute attente, ça arrive à bien fonctionner, parce que ça prend au sérieux une grosse majorité de son intrigue, que donc le personnage de Caroline Bessette est vraiment introduit et développé comme quelqu'un qui sait communiquer et s'adapter en fait à voilà, des famous people qui peuvent être euh, très cassants, soit très imbus de leur personne, et elle arrive un tout petit peu à les percer à jour. Et c'est un tout petit peu comme ça que le premier épisode nous développe leur rencontre. Et au-delà de ça, il y a vraiment des échanges qui sont vraiment écrits au cordeau sur voilà, les points où donc Caroline d'un côté, John F. Jr. en sont dans leur vie. La série s'ouvre alors que John F. Kennedy en fait se fait laminer par la presse parce qu'il a loupé l'examen du barreau de New York pour la deuxième fois. Donc du coup, ça le fait un peu tomber de son piédestal. Il a des problèmes avec Daryl Hannah, donc par ailleurs, dont ce que l'on développe sur le deuxième épisode. Et oui, c'est difficile c'est difficile de concevoir qu'on puisse avoir des problèmes avec Daryl Hannah, Sophie, mais c'est le cas. Et enfin, c'était le cas pour John F. Kennedy. Et franchement, on y croit. Moi, même en n'étant pas fan du genre rom-com, je trouve que c'est une série dramatique qui est plutôt plaisante et bien vue. Et surtout, la supervision musicale, hein, pour tous les 90s babies et tous les gens qui ont grandi avec MTV et VH1, c'est que du feu, que vraiment voilà, le meilleur de la musique No Europe 2, c'est vraiment du Portishead. Ils mettent à un moment What You Want des Beastie Boys juste pour le fun, comme ça. T'as un extrait de Camelot à un certain moment. Enfin bon, ça c'est pas 90s. T'as énormément de super. Enfin, t'as Björk, Human Behavior, qui joue dans une scène de boîte. Tu as Cissy Peniston, donc une gloire de la house du début des années 90. Le travail de reconstitution et le travail vraiment de matching musical est vraiment pour moi ce qui rend la série absolument sublime, même si c'est censé voilà, souvent être souvent show-off. Ah, tiens, regarde, vous vous souvenez de ce titre-là? Non, non, là pour le coup c'est extrêmement bien utilisé. Donc voilà, j'ai été beaucoup plus cueilli et je suis beaucoup plus impatient de savoir si, pour rejoindre ce que disait Sophie, la série va réussir à bien atterrir, contrairement à John F. Kennedy, pardon. Et voilà, donc ça se passe sur Disney+, Hulu en France, là, tous les vendredis, et The Beauty, si vous avez vraiment envie de vous entêter, ben, ça se finit ce jeudi. Ok. Sinon, de Beauty, moi j'ai regardé que le premier épisode et j'ai trouvé ça à chier. Mais par contre, ça m'a vachement donné envie de lire le comics parce que pour mes petits camarades qui lisent des comics, j'ai eu des bonnes recommandations, que le comics était bien meilleur, enfin bien plus clair. Et mais en fait, c'est du pulp, donc c'est un peu nanar assumé, contrairement à la série. Donc voilà. Et en Mais plus, donc, il y a une version française qui existe, qui est chez Delcourt. Donc, le co-créateur qui s'appelle Matthew Hodgson donc, écrit tous les épisodes de la série. Et ils en ont profité, enfin, Image, qui est l'éditeur. l'éditeur, en a profité pour relancer la série de comics en parallèle de la série télé. Argent. Très bien. Eh bien, moi, pour mon petit récap de la semaine, j'ai décidé de me replonger dans un grand classique du gothique qui sent bon la poussière, les chandeliers et les rideaux en velours.
Je vais vous parler de The Mask of the Red Death, qui en VF s'appelle Le Masque de la Mort Rouge, pour une fois que c'est bien traduit, de Roger Corman. Et oui, je vous parle d'un film qui date de 1964, parce que je suis toujours à la page, comme vous pouvez le voir. Mais Vincent Price. T'as rattrapé ton retard, quand même. Oui, alors, on va passer sur tout ce qui a jarté entre les deux, mais oui. Mais là, ce soir, je vous propose du Vincent Price avec une cape rouge, un regard perçant et du bon cinéma, quoi. Donc, franchement, voilà, on peut me pardonner 1964. Le pitch est simple, mais efficace. Il y a une peste qui décime tout le monde dehors et le prince Prospero, donc qui est joué par Vincent Price, qui est absolument délicieux de cruauté, comme il sait très bien le faire. Il décide de s'enfermer dans son château avec une bande de nobles décadents pour faire la fête pendant que le peuple meurt. Hein. Voilà, ambiance cosy, quoi. Du coup, on est sur un mélange de soirée mondaine, de rituels sataniques et de on va tous mourir mais en costume parce que c'est carnaval, donc super bonne vibe, quoi. Visuellement, c'est un petit bijou, puisque là, on a quand même un Roger Corman qui se lâche complètement. Les couleurs sont saturées, les décors sont gothiques, il y a de la fumée partout. On dirait que quelqu'un a dit vas-y, mets tout ce que tu as en stock, on verra bien. Et en fait, ça marche. C'est très théâtral, c'est très baroque, c'est presque hypnotique. Et puis la photo est signée Nicolas Roeg qui deviendra quand même un grand réalisateur ensuite et franchement ça se voit. Le seul petit défaut c'est que je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma, quoi. Mais malheureusement je suis née un petit peu trop tard pour ça parce que en fait sur petit écran en fait, les décors sont absolument gigantissimes et il y a beaucoup de scènes qui sont filmées en grand angle et donc sur télé ça file un peu la gerbe quoi, parce que on voit la déformation. Mais voilà, bah tant pis, j'avais qu'à naître avant, quoi. Donc, ce que j'ai adoré, c'est que malgré son âge, eh bien, le film reste étonnamment moderne dans ce qu'il raconte, puisque voilà, la peste ne fait pas de distinction. La mort finit par rentrer partout, même chez les puissants qui pensent pouvoir y échapper. C'est une fable sociale, hein, mais racontée avec des capes, des masques et des orgies vaguement malaisantes où des gens imitent des cochons. Enfin voilà, moi j'ai adoré. Et évidemment, Vincent Price, mais quel homme, hein, on pourrait dire, voilà, il pourrait lire un ticket de caisse en faisant trembler les murs. Et là, il est dans son élément, hein, il est cruel, il est charmeur, il est un peu démoniaque. Bref, totalement irrésistible. Hein. Et donc, si vous avez envie d'un film qui mélange horreur gothique, esthétique flamboyante et petite leçon de morale bien placée, The Mask of the Red Death, c'est un vrai plaisir. Et en plus, c'est dispo sur Amazon. Et ça ne dure qu'1h29 si, comme moi, vous voulez aller vous coucher tôt. Et alors, ce qui est très drôle, façon de parler, c'est que totalement par hasard, cette semaine, j'ai aussi lancé le premier épisode de Decameron sur Netflix, qui est sorti l'année dernière. Non, il y a 2 ans, maintenant, on est en 2026. Ouais, il y a 2 ans. Et donc, c'est le même thème, en fait, la peste, des gens qui s'enferment dans un château pour échapper au fléau. Sauf que là, comment dire, on passe... C'est une farce. Oui, mais en fait, je me suis arrêtée au premier épisode. Parce que voilà, on passe vraiment du gothique somptueux de Roger Corman à une sorte de cosplay médiéval sous Prozac. C'est mou, c'est plat, c'est écrit comme si quelqu'un avait demandé à une IA de faire du boccace, mais en oubliant de cocher la case intéressant. Et C'est voilà, quoi le boccace, Elodie? c'est celui qui a écrit le Decameron. Ah, Et oui. d'accord. Mais voilà, en fait, on sent qu'ils veulent faire du satirique, du sexy, du moderne, mais en fait, ça tombe à côté. Et voilà, il n'y a aucune vanne qui passe, on s'emmerde. Et bon, voilà, c'était très long, le regardez pas. En tout cas, voilà, c'était le même sujet, le même décor, mais pas du tout la même magie. Donc voilà, si on peut dire que le masque de la mort rouge, c'est vraiment un banquet visuel un peu décadent, de Decameron, c'est la version buffet froid de station-service. Ils ont la même passion, mais ils n'ont pas les mêmes équipes, quoi. C'est ça. Mais par contre, il y a un casting absolument formidable. Hein, mais je pense que même eux, ils se demandent ce qu'ils foutent là. Donc voilà, c'était chiant. Mais regardez, le masque de la mort rouge, c'est absolument superbe. Et voilà, peut-être que vous serez pote avec le diable à la fin, on sait pas. Et alors, si vous regardez le film jusqu'à la fin, voilà, j'ai appris quelque chose visiblement. Alors déjà, la mort n'est pas seule, ils sont plusieurs. Et ce sont les Power Rangers. Voilà, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Mais ça m'a un peu fait rire à la fin. Il y a les Power Rangers qui tuent tout le monde. Voilà.
Voilà, eh bien, on va passer du coup maintenant à Sophie qui va changer totalement d'ambiance, je pense, puisque tu nous fais un double programme entre relations toxiques et des gens qui vivent dans des endroits où il y a trop de vent. J'en sais rien, je connais pas l'histoire. Donc vas-y, je te laisse la parole. Alors, moi, niveau culturel, je fais vraiment une salle de ambiance. Le premier truc que je regarde en ce moment, déjà, c'est une petite dédicace à Mathieu, notre petit Mathieu qui n'est pas là avec nous ce soir, mais qui en avait parlé et qui dit tout le temps qu'on l'écoute jamais. Et bien voilà, Mathieu, je t'ai écouté et avec les JO d'hiver, j'ai cédé à cette mode du hockey et je regarde Heated Rivalry. Qui s'étale sur plusieurs années sur la relation en fait entre deux hockeyeurs qui à aucun moment ne veulent révéler leur homosexualité, leur relation puisque c'est censé se passer, commencer vers 2010-2011. Et en fait, on se rend compte que en 2026, toujours être sportif de haut niveau et gay, c'est toujours mal vu et c'est toujours pointé du doigt. Donc je trouve que c'est un sujet qui est assez encore d'actualité. On va pas bouder son plaisir non plus parce que les deux acteurs qu'ils ont pris, ils sont plutôt jolis à regarder, hein, c'est pas désagréable, ils sont souvent tout nus, donc on a des petites brioches qu'on a bien envie de croquer dès le vendredi matin. Et au-delà des scènes, il y a quand même des scènes de sexe. La série est diffusée tous les vendredis, hein, je précise. Ouais. Oui, j'allais y venir. En fait, ouais, ça sort tous les vendredis. C'est un peu mon petit plaisir de la pause déjeuner. Au-delà, en fait, des scènes de sexe qui sont assez explicites et où, si t'es pas prévenu, voilà, ça peut surprendre. Je trouve que l'histoire est quand même intéressante. Les personnages sont hyper intéressants et hyper attachants. Il y a un Canadien et un Russe. Donc en Russie, on sait comment c'est vu l'homosexualité. On voit, il le cache pas, que le mec, s'il rentre chez lui et qu'il avoue qu'il est gay, en fait, il va mourir, qu'il va être tué soit par sa famille, soit par le régime très sympathique de ce cher Vladoche. Et il y a pas tant. En fait, c'est un peu comme Ted Lasso. En fait, à la fin, tu finis. Alors, attention, Ted Lasso étant beaucoup mieux quand même, faut pas déconner. Mais on finit par s'attacher au personnage. Il y a beaucoup moins de personnage. brioche aussi dans Ted Lasso. Oh, ouais, mais il y a Roy Kent, alors tu vois, ça contrebalance. Mais on s'attache au personnage. Il y a quelques trucs de hockey. Alors moi, le hockey, j'y comprends rien. Si tu me dis qu'il y a un hors-jeu hockey, je vais te dire ok, parce que déjà je suis quelqu'un de très drôle, et puis parce que j'y comprends rien et qu'en fait j'en ai rien à foutre du hockey à ce niveau-là. Je suis arrivée à un âge où j'ai pas besoin d'apprendre les règles d'un jeu dont j'ai rien à foutre. J'ai juste envie de regarder deux petits mecs mignons qui ont envie de s'aimer. Et voilà, ça sort tous les vendredis. Il y a une première saison là. En fait, nous on est comme d'habitude en France, on est toujours très très en retard puisque la saison 1 a commencé à être diffusée il y a 3 semaines et elle est sortie, je crois que ça fait 1 an et quelques aux États-Unis. Non, c'est sorti au Canada juste fin novembre, ça s'est conclu. Non, là ils ont vraiment. Le truc, c'est qu'ils ont vraiment fait un gros effort dès que la saison 1 s'est conclue sur Crave au Canada. HBO Max l'a acquis pour le monde et ça a été lancé le plus rapidement possible, c'est-à-dire genre début février. Donc là, vraiment, il y a eu vraiment un gros effort, genre 6 ou 8 semaines entre le final de saison 1. Le problème avec ça, c'est que ils n'ont pas apparemment eu très peu de temps pour adapter la série en français très correctement, ce qui leur a valu pas mal de volets de bois vert. Alors moi je regarde en VO, donc pour le coup j'ai pas de souci. Je sais qu'une saison 2 est annoncée et grâce à Mathieu qui est un peu ma petite fouine dès qu'il s'agit de trucs comme ça, les acteurs auraient signé aussi pour une saison 3. C'est adapté de romans à la base de Rachel Reid, si je dis pas de bêtises, qui a écrit je crois une dizaine de romans juste de romans sur des histoires d'amour au hockey au Canada. Donc c'est très Canada friendly, et voilà, je trouve que voilà, si vous avez envie de voir un truc, une petite romance un peu mignonne, un peu sympa, voilà, allez-y, ça sent bon les pancakes et le sirop d'érable. Donc voilà, moi ça donne plus envie de rester que déjà The Beauty, et pourtant les gens sont très beaux dans cette série aussi. Et
Le Et on deuxième passe au truc, sel. je vous jure, à la base, je voulais juste être positive ce soir parce que je me suis dit, je viens pas souvent, faut arrêter. La dernière fois, j'ai dit un truc que j'aimais bien et hier, j'ai cédé aux sirènes de la Saint-Valentin parce que cette merde est sortie pour la Saint-Valentin. Je parle des Hauts de Hurlevent. Comment me diriez-vous? Tu n'aimes pas les Hauts de Hurlevent? Si, bien sûr, c'est un de mes livres préférés. J'en ai 3 éditions. C'est magnifique. C'est un roman. C'est un roman gothique. C'est pour moi, c'est la première vraie romance toxique dans la littérature. Donc, c'est un livre qui date de 1847, écrit par Émilie Brontë, qui était une célibataire à l'époque, qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais connu l'amour, qui est morte 1 an après avoir écrit son livre, et qui a écrit un livre incroyable, d'une complexité rare sur comment l'amour, en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu peux devenir fou, tu peux devenir toxique, tu peux devenir la pire personne du monde et où en fait ces gens ne s'aiment pas. C'est un roman où personne n'a de rédemption, tout le monde est détestable, chaque personnage est puant à sa façon, chaque personnage va se rendre fou soi-même, va rendre fou les autres, va rendre fou la personne qu'il dit aimer. C'est une histoire sur la vengeance. C'est vraiment, si un jour vous devez lire un livre et que le résumé c'est la vengeance est un plat qui se mange froid, lisez Les Hauts de Hurlevent. C'est une histoire de vengeance absolument ignoble. Et c'est un des meilleurs livres de la Terre. Je, je voulais choisir Le Comte de Monte Cristo, mais je pense que je vais aller sur ton... Je ne l'ai pas lu, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma liste. Et du coup, une petite réalisatrice britannique, Emerald machin, là, qui s'est Fennell, dit... Ouais, voilà, bref, qui s'est dit... réalisatrice de Promising Young Woman, et également actrice. Qui était pas mal, hein. Promising Young Woman était vraiment pas mal. Plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que je me rappelle pas de grand chose du film, mais j'en ai pas un mauvais souvenir. Et puis elle s'est dit, bah tiens, je vais adapter Les Hauts de Hurlevent, qui est un classique de la littérature anglaise. Et pourquoi pas? Je veux dire, oui, il a eu moult adaptations. Je veux dire, à Hollywood, en ce moment, si tu fais pas du Marvel, si tu fais pas une suite, bah tu vas faire une adaptation parce qu'on a zéro idée il y a rien en ce moment. Et donc elle s'est dit, je vais adapter Les Hauts de Hurlevent. Et elle s'est dit, et si pour commencer à un peu titiller les gens qui aiment le livre, je faisais un complet miscast en prenant un Heathcliff qui est blanc, parce que Heathcliff, c'est bien connu dans le livre, il est toujours décrit comme étant blanc comme un cul, très pâle, tout ça, non pas du tout, c'est un mec qui est décrit comme... Ouais, voilà. Avec des chicots pourris, ça par contre c'est respecté dans le film. Donc vraiment, elle a pris déjà une huître, elle a pris Jacob Elordi pour jouer un personnage qui est d'un charisme fou. Je veux dire, je suis en train de relire le livre parce qu'après avoir vu le film, je me suis dit, il faut que je relise le livre quand même pour voir si vraiment elle a lu, si elle a compris le livre. Je sais déjà que c'est non, mais quand même, voilà. Et cette petite pique est pour Sarah, notre chère amie Sarah qui n'est pas là. Mais je fais vraiment pas une critique là de littéraire ou de quoi que ce soit. C'est vraiment, je parle du film en ce qu'il laisse et c'est vraiment de la merde. Je veux dire, ce film est moche. Il n'y a rien qui va, ce n'est pas cohérent, c'est mal joué. Je veux dire, il n'y a personne dans ce casting qui est bon. Et quand on a lu le livre, ça frappe d'autant plus que Jacob Elordi est mauvais. Mais Margot Robbie, j'avais rien contre elle. J'étais plutôt, elle m'a un peu gavée avec sa Barbie, mais honnêtement, je la trouvais pas mauvaise, elle était sympa dans Loup de Wall Street, elle était sympa dans Barbie. Dans Moi, Tonya, j'étais déjà un peu plus gênée de me dire, elle joue de la Tonya adulte, mais elle joue aussi Tonya quand elle a 14 ans alors qu'elle en a déjà 28, et tu sens que ça marche pas, mais ok, pourquoi pas. Et là, en fait, elle n'a pas compris le personnage de Catherine, elle a demandé à avoir le rôle parce que c'est sa société de production qui produit le film, et en fait, elle n'a pas compris que Catherine, c'est pas juste un personnage... c'est un personnage qui est complexe, c'est un personnage qui a besoin d'être aimé, c'est un personnage qui ne sait pas aimer, c'est un personnage qui a besoin de toujours avoir tout le monde autour d'elle parce qu'elle n'est pas bien. Et en fait, Margot Robbie l'a juste réduite à une connasse. Vraiment, je veux dire, c'est une connasse, méchante, menteuse, qui trompe son mari. Emerald Fennell s'est dit...
je vais surfer sur vraiment la vague de la new romance, de la dark romance même un petit peu, en foutant du sadomasochisme. Là, il n'y en a pas, parce que je rappelle qu'on est sur un livre qui a été écrit en 1847. En 1847, on ne parlait pas de cul dans les livres, on ne parlait pas de... Enfin, c'était pas décrit, c'était pas... C'était pas ça du tout. Là, elle nous fout des scènes de cul, en veux-tu, en voilà, alors que Heathcliff et Catherine auront une relation qui sera platonique pendant tout le long du livre. Elle nous a foutu des décors, mais putain de merde, les décors. La chambre de Catherine, c'est de la tapisserie en peau avec des veines, des grains de beauté. Et moi, je regardais ça et j'étais avec ma pote et j'étais, mais est-ce que quelqu'un peut venir me tuer pendant le film? Est-ce que quelqu'un peut venir m'expliquer pourquoi cette réalisatrice déteste autant Émilie Brontë? Je ne comprends pas comment tu peux adapter un livre. Déjà, alors, je m'auto-coupe. Elle essaye d'adapter la première moitié du livre jusqu'à la mort de Catherine. T'auto-coupe pas, hein, on a besoin de t'auto-coupe pas. Elle essaye en fait d'adapter la première partie du livre, sauf qu'en fait, déjà, elle l'adapte mal, elle n'a pas compris l'essence même du livre, qui est un livre sur la vengeance. Donc en fait, la vengeance, entre guillemets, c'est juste Heathcliff qui va se marier avec sa belle-sœur, et voilà. Elle a supprimé des personnages qui sont pour le coup hyper importants, et elle a pris... Elle a rajouté des trucs qui n'avaient pas besoin d'être rajoutés. Enfin, honnêtement, quand j'y suis allée, j'avais vraiment envie d'avoir des trucs positifs à dire sur le film, pardon, parce que je me suis dit, on peut pas rater à ce point une adaptation. Je suis la première à dire que je n'aime pas Le Seigneur des Anneaux parce que je trouve que c'est une mauvaise adaptation. Et elle a réussi à me faire changer d'avis. Elle a réussi à me faire revenir sur quelque chose que je dis depuis plus de 20 ans. Parce qu'en fait, Le Seigneur des Anneaux, quand je le regarde, je me dis, putain, il y a ça qui va pas, il n'y a pas d'elfe dans la bataille du gouffre de Helm, mais je passe un bon moment. Je trouve que Le Seigneur des Anneaux, voilà, tu le regardes, tu passes un bon moment. Je suis revenue sur la critique que j'ai faite aussi de Frankenstein de Guillermo del Toro, où j'avais été très gênée par la façon dont Oscar Isaac jouait Victor Frankenstein, sur cette pseudo-histoire d'amour entre Mia Goth et déjà Jacob Elordi. Et honnêtement, je me suis dit, ouais, mais non, en fait, ça passe bien parce que c'est fluide. Mais là, en fait, les Hauts de Hurlevent, enfin, Hurlevent entre guillemets en français, parce que je pense que déjà les gens ils se sont dit, on peut pas te vendre ça comme étant les Hauts de Hurlevent parce que ce n'est pas les Hauts de Hurlevent. Autant prendre un autre titre, je veux dire, vous avez juste gardé les noms des personnages, mais il n'y a plus rien de l'histoire des Hauts de Hurlevent. C'est vraiment, je trouve que c'est un naufrage, je trouve que c'est un massacre vraiment du livre. Et au-delà de toute velléité que j'ai contre cette brave Émeraude Fennell, vraiment, je me demande comment on peut se dire qu'on va faire un film comme ça et se dire que ça va marcher, parce que le casting est vraiment incroyable de nullité. Je veux dire, Jacob Elordi, on ne comprend pas quand il parle. Enfin, moi, je l'ai vu en VO, hein, mais on ne comprend pas quand il parle. Le mec, il revient, il ressemble à Jack le pirate. Tu comprends pas quand il parle, il a son vieux chicot en or, là, déjà, pourquoi t'as ça? Pourquoi t'as ta boucle d'oreille? Là, on dirait que tu sors d'un roman de Stevenson, là. Et en fait, ce film, c'est une ode à Margot Robbie. Ça aurait honnêtement pu être Margot Robbie le film, que ça m'aurait pas choqué, parce que vous avez vu comme elle est belle, vous avez vu ses beaux cheveux blonds comme ils sont beaux, vous avez vu le teint magnifique qu'elle a, cette connasse là, toujours les joues roses et toujours magnifiques. Ses robes sont pour la majorité très belles, sauf où on a des moments où on dirait qu'elle porte des trucs en plastique, où c'est très bizarre, et je trouve que tout est de très mauvais goût. Il y a une espèce de fascination malaisante pour la mort dans ce film tu comprends pas en fait. Enfin, je veux dire, sans vouloir spoiler, le film commence où t'entends des bruits bizarres. Et avec ma pote, on s'est regardé. Ma pote m'a dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se branler. J'ai dit, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un qui était en train d'être pendu et qui avait la gaule. Donc on était sur un entre deux. C'est ça. Les deux peuvent être liés, mais pas dans le film, en fait, plutôt dans la salle. David Carradine validera ça d'ailleurs. Et à son âme. Si tu nous entends. Mais il y a vraiment ce rapport à la mort où en fait Catherine est excitée par des corps enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que j'ai vu. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Si vraiment vous n'avez pas envie de lire le livre, qui est quand même très compliqué, enfin, je veux dire, je suis en train de le relire et j'avais oublié à quel point c'est vrai que c'est un peu dur. Enfin, je veux dire, les livres comme ça, il faut avoir envie de les lire parce que c'est pas non plus une partie de plaisir. À la très grande rigueur,
très 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 grande rigueur, regardez l'adaptation avec Ralph Fiennes qui est un peu mieux. Pas forcément beaucoup beaucoup mieux, mais qui est quand même déjà un peu mieux. Sinon, abstenez-vous en fait, parce que je crois qu'il y a une seule adaptation qui respecte le fait que Heathcliff est décrit comme étant quelqu'un avec la peau brune. Il est décrit comme étant un Rome, à un moment, comme un bohémien. Il est décrit comme étant peut-être le fils d'un empereur de Chine et d'une indienne. Donc on sait qu'il est métis, on sait qu'il n'est pas blanc. Et je ne comprends pas pourquoi ce film, alors que la base de Heathcliff et la base de sa méchanceté aussi, c'est de se venger de la société qui l'a toujours traité, qui l'a toujours maltraité, parce qu'il n'était pas comme les autres, et qui a vécu le racisme, et c'est ça aussi qui fait le personnage de Heathcliff, c'est que d'un côté il y a Catherine qui le rend fou parce que c'est une connasse, mais de l'autre il y a aussi toute cette critique de la société anglaise sur le fait de comment on traite comment ils traitaient les étrangers à l'époque, comment ils étaient vus, et comment justement cet homme a réussi malgré ça à faire fortune, à se venger de tout ça, et se venger de la société en se vengeant de la famille Earnshaw. Donc je veux dire, et je trouve que c'est dommage qu'on passe à côté de ça, qu'on passe à côté de cette part essentielle du livre, de cette part du personnage. Le personnage d'Heathcliff, c'est quelqu'un qui a été victime de racisme day one. Il a été récupéré quand il avait 7 ans, il est arrivé au manoir, on le traite comme un étranger, on le traite comme un étranger qui déjà ne fait pas partie de la famille, mais qui n'a pas la même couleur de peau. Et je trouve que passer à côté de ça, c'est déjà complètement passer à côté du livre. Donc je m'arrête là parce que je pourrais passer des heures à vomir ce film qui est juste, comme je disais, juste une occasion pour Margot Robbie de montrer comme elle porte bien les robes d'époque, comme elle est belle, comme elle sourit bien, comment elle a un super sourire Colgate, comme ses dents sont très blanches. Et tous les autres personnages à côté de ça toutes les autres femmes à côté sont laides, sont moches. Le personnage d'Isabella qui dans le livre est un personnage hyper attachant parce qu'elle est très mignonne, elle est très naïve, elle tombe complètement amoureuse d'Heathcliff. Et elle a pas de bol en plus, la pauvre, parce qu'il va l'utiliser pour se venger. Mais en fait, le rôle d'Isabella, et c'est juste réduit à une espèce de nana un peu cringe qui récupère les cheveux d'une meuf pendant les 6 semaines où elle va habiter chez elle pour fabriquer une poupée à partir de ses cheveux. Ah, donc Emerald Fennell s'est écrit un rôle dans lequel elle peut se projeter. Sinon, le psy, c'est moins cher. Hein. Tu sais que c'est ce que j'ai dit. En fait, quand je suis sortie du ciné, j'ai regardé ma pote et je lui ai dit, je crois qu'elle, en fait, elle vient juste de se payer une psychothérapie à des millions de dollars, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, ça marche. Je veux dire, par exemple, dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet, ça marche parce que la psychothérapie marche bien et le film est plutôt fun. Enfin, les 3 quarts sont fun, on va dire. Mais là, vraiment, on passe complètement à côté de ce qu'on a voulu adapter. C'est pas les hauts de Hurlevent, c'est Hurlevent. Et en fait, c'est juste 50 nuances de Hurlevent. Mais c'est Allez. pas... Voilà. Et honnêtement, j'ai passé un meilleur moment devant 50 nuances de Grey qui n'est déjà pas très bien. Bah, au Mais moins, les films 50 étaient nuances plus... degrés Ça t'annonce la vend couleur. ce qu'il te vend, quoi. Enfin, il cherche ça. pas à faire un chef-d'œuvre non plus. Donc. Non, mais là, je veux dire, pour te dire à quel point elle a essayé de foutre du cul là où il n'y en avait pas besoin. À un moment, il y a une scène qui est turbo cringe, où ils sont à table, et là, tu vois un doigt qui rentre dans une espèce de masse gélatineuse et qui va jusque dans un poisson. Et voilà. D'accord. Et t'es genre... Non, mais en fait, ça, c'est les pourquoi générations qui sont biberonnées à TikTok avec les pseudo-vidéos où c'est pas du cul, mais en fait, c'est du cul, tu vois. Mais Je c'est sais ça. pas, faut retenir l'attention. Ben non, mais c'est ça. Et puis c'est surtout, en fait, il n'y a pas de... Toute la relation entre Heathcliff et Catherine dans le livre est platonique, ils ne vont jamais franchir le pas, parce qu'on déjà on est en 1800, le livre est écrit en 1847, l'histoire c'est 1801, donc du coup, et c'est 1801 au début du livre, et tout ce qui s'est passé avant, c'était une dizaine, voire une quinzaine d'années avant, peut-être 20. Donc on est Après sur historiquement, 1780-90. après, historiquement, les doigts et les poissons existaient à cette époque-là. Certes. T'as des Ça, preuves? Source? ça, je te l'accorde, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été, ça a été écrit pour choquer, mais pas dans le sens de oh là là, regarde, il y a Jacob Elordi qui arrive dans la calèche de Margot Robbie, il va la culbuter, quoi. Enfin, Je pense que ça aurait fait un tollé. et en fait, moi, ce qui me gêne encore plus, au-delà de tout ça, c'est que ils ont aucune alchimie. Je veux dire, ça marche pas entre eux. Ils sont pas.
ça connecte pas du tout. Alors que pour le coup, Mia Goth et Jacob Elordi, ça marchait déjà mieux dans Frankenstein, mais là, ça fonctionne pas. Et puis, il y a toute cette pub qu'ils ont faite au cours de laquelle ils ont dit on est devenus codépendants, ah là là, ils m'ont envoyé 100 roses pour la Saint-Valentin, mais machin, mais enfin, arrêtez de vendre ça comme la plus grande histoire d'amour de tous les temps. La plus grande histoire d'amour de tous les temps, à la rigueur, ça peut être Roméo et Juliette, même si j'ai revu le film de Baz Luhrmann il n'y a pas longtemps, que je me suis dit quand même, qu'est-ce qu'ils sont cons ces gosses, mais bon, c'est un autre sujet. mais, non, mais en fait, tu te dis, il y a des trucs qui vont pas, mais ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de haine, c'est une histoire de vengeance, ce n'est pas une belle histoire, c'est une histoire qui est atroce. Et c'est ça qu'il faut retenir des Hauts de Hurlevent. Et tout ce qu'ils vendent, cette histoire, c'est Pas de Roméo et Juliette, parce que je t'avais perdu, je pensais que tu étais toujours sur Roméo et Juliette, en fait. Non, non, attention, j'adore Roméo et Juliette. Mais non, les Hauts de Hurlevent, c'est une histoire qui est atroce, c'est une histoire qui n'est pas agréable à lire, c'est une histoire qui a été écrite pour te heurter, qui a été écrite pour te choquer, et c'est pas du mommy soft porn comme on essaye de nous le vendre. C'est pas parce que tu t'assois sur des œufs que tu es obligé de mettre les doigts dedans et d'à moitié te branler dans tes œufs crus, quoi. Donc, non mais je te jure. Ce qui est également un conseil pour le quotidien, mes chers auditeurs. Oui, surtout comme on a du mal à trouver des œufs en ce moment. J'en ai, ça va. Préservons les œufs. Mais voilà, c'est tout pour moi. C'est beaucoup, mais vraiment, voilà. Regardez E.T. Rivalry et pensez à Mathieu. Ne regardez pas les Hauts de Hurlevent et lisez le livre, ou regardez autre chose qui sera mieux. Regardez Jenner. Okay. Oui, regardez Jenner, par exemple, qui pareil, voilà, vous regardez le film de 2011 avec Mia Wasikowska et Michael Fassbender. C'est pas une excellente adaptation, mais c'est déjà mieux, et c'est beaucoup plus, c'est mieux fait. Voilà. Bien. Bah, écoute, au moins on va gagner du temps en n'allant pas le voir. Merci. Florian, il paraît que tu as un quiz Oui, du juste prix des séries. C'est ça, mais c'est pas un juste prix des séries, c'est juste un quiz d'estimation. Étant donné que le dernier quiz en fait a été un tout petit peu une séance de torture parce qu'il faisait appel à vos connaissances de sériphiles un tout petit peu rouillées. À nos non-connaissances. J'ai décidé de simplifier la tâche à l'extrême. Donc aujourd'hui, tout le monde va pouvoir... Il nous traite de cons, je crois. Non, je vous traite de fatigué, ce qui est un peu plus près de la réalité. Et donc ce soir, j'ai décidé donc de faire participer un maximum de poditeurs, et donc Sarah, what the fuck, Sophie et Elodie. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à mon travail, tout le monde m'appelle Sarah aussi, donc je suis dans une bonne continuité, il y a pas de souci. Le point commun, c'est que vous êtes tous deux des princesses. Et du coup, là, on va voir... Attends, flatterie. Et du coup, ce soir, on va parler de séries annulées. Et donc, il y a 20 propositions. Ça va être... donc, il y a un système de points que j'ai mis au point très, on va dire, naturellement. Donc, ça va être très simple. Donc, je vais vous dire une série qui, logiquement, n'est pas connue. Elles sont toutes des années 90 et 2000, donc il se peut que vous les connaissiez et regardiez quelques épisodes, mais je pense pas que ça va dépasser plus de 3 ou 4 de ces 20 propositions, donc je pense pas que ça va vous mettre sur la piste, mais on sait jamais. Donc le système de points. Si quelqu'une trouve la série correcte, elle gagne 10 points. Le tout pile. Voilà. Toutes les séries ont été annulées au terme d'une saison, maximum 25 épisodes. Donc, et là, c'est là où j'ai introduit le système d'écart. Ce qui veut dire que donc s'il n'y a pas de nombre d'épisodes corrects, le gagnant ou la gagnante engrange le nombre de points correspondant à l'écart. Donc si elle devine 6 épisodes et que la série a tenu au bout de 10, elle a 4 points. Si c'est 14 épisodes et que la réponse est 10, 4 points aussi. La bonne réponse, ça ne va pas être le nombre d'épisodes diffusé, ça va être le nombre d'épisodes produits. Un exemple extrême qui est également quelque chose qui va vous permettre de briller en société, cher auditeur, Emily's Reasons Why Not. Qui se souvient? Personne. Pourquoi? C'est une série de 2006 avec Heather Graham, là plus de monde se souvient, et elle a été annulée après un seul épisode diffusé en janvier 2006. Néanmoins, si vous répondez 1, vous n'aurez pas la bonne réponse, puisque 6 épisodes ont été produits, la bonne réponse est donc 6. Voilà. Oh, dur. Voilà. Bon, après, si elle a été payée, tant mieux. La même Heather Graham qui meurt comme un caca dans Twin Peaks. Pardon? La même Heather Graham de Twin Peaks.
de Boogie Nights aussi, et éventuellement, et du coup, la créatrice de ceci, qui s'appelle Emily Spivey, elle a créé ensuite Suburgatory et plein d'autres choses relativement mieux connues, donc elle s'en est bien sortie. Mais effectivement, une série annulée au bout d'un seul épisode, C'est dur. Ça ouais, pique. c'est dur. Donc, est-ce que vous êtes prête? Bon, Oui. donc encore une fois, Moi, tant qu'on me demande pas de compter les points, tout va bien. voilà, mais moi je vais essayer de compter. Je vais écrire Sophie. Voilà. Elodie. Voilà. Bon, alors on va essayer. Donc, la première proposition, c'est Presidio Med, série médicale de 2002, annulée après une saison. Faites vos jeux. C'est pas Scrubs, c'est pas Urgence, c'est pas Grey's Anatomy. Au bout de combien d'épisodes? Donc, j'ai Moi, besoin je vais d'un dire nombre. 10. Hein Elodie dit 10. Je dirais 8. La réponse, c'est 14. Donc, c'est Elodie qui gagne et qui gagne 4 points. Ouh. Sachant que, par défaut, toutes les séries Ça va pas durer. quasiment toutes les séries ont été diffusées sur des networks américains. Et en général, les annulations, même à cette époque-là, se faisaient au bout de 13. Donc, si vous hésitez un tout petit peu, Faut mieux peut-être taper au dites milieu. 13 et peut-être vous aurez la bonne réponse. Et vous gagnerez 10 4 points. doutes, c'est 13. Dans le doute, C'est c'est ça. 13. Tout à fait. La deuxième série, c'est Invasion. Pas la série d'Apple, mais la série de ABC de 2005. Combien d'épisodes pour Invasion? Avec Eddie C. Bryan. 6. Sophie n'a pas regardé Invasion à l'époque. Je vais dire 2. Non, 13. là. Je vais pas dire c'est le dernier mot. La première, si vous hésitez, vous dites c'est mon dernier mot, etc. Donc Sophie avait dit 6. La série a eu les honneurs d'avoir une saison entière et a été annulée au bout de 22 épisodes. Ah, voilà. Je savais que c'était un des deux extrêmes. Sophie a donc 16 points. Voilà. J'aime On bien va ce jeu. passer. C'est pas mal, hein. Tu as 4 points. Tu vois, deuxième proposition, tu as 4 points. 4 fois plus de points que Elodie. C'est pas mal. Voilà. C'est l'ordre naturel des choses. Ouais, on parle Les jeux de ne trucs, sont pas faits, hein. Il y en a encore 18. Hein. Vas-y. Just Legal. Just Legal, c'est normal que personne n'en ait entendu parler. Elle est inédite en France. C'est avec Don Johnson, donc le papa de Mélanie Griffiths, et Jay Baruchel. Combien d'épisodes pour Just Legal? 12. Allez, 12 pour 11. Elodie. Et tu as dit 11. Sophie a dit 11 et la série a été annulée au bout de 8 épisodes. Donc Sophie a maintenant 3 points de plus, ce qui la porte Bravo. à 19. 19 à 4. On va passer à une série oubliée qui s'appelle The Forgotten, diffusée sur ABC en 2009 avec Christian non, ça me Slater. parle. Ouais, moi aussi. Mhm. Combien d'épisodes pour cette série? Allez, 15. Mhm. 14. C'est Elodie qui s'est rapprochée puisque la série a été annulée au bout de 17 épisodes. Elodie a donc 2 points. 19 Ça à me 6. parle, ouais, The Ouais, Forgotten. moi aussi. Je crois qu'elle a été diffusée sur TF1 à l'époque. Ah, peut-être. On va passer à une sitcom avec Matthew Perry qui s'appelle Mr. Sunshine. Yeah! 2011. Combien d'épisodes? Oh là là. Mr. Sunshine. Qui a été ressorti du formol par M6+, et on les en remercie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Ouais. Avec 22. Ah non, moi j'aurais pas dit Avec autant André quand même. Anders aussi. Je Ouais, crois. mais sitcom, t'as toujours plein d'épisodes. Donc, Ouais, mais Non, j'ai celle-ci, pas- elle a été annulée au j'ai bout dire- d'une saison. Comme toutes les Ouais, je mais vais du coup, dire, je crois- je vais dire 12, allez. Mhm. Donc Sophie a dit combien? 22. 22 et Elodie dit 12. La série a été annulée au bout de 13. Elodie a donc 1 point. Putain, c'est dégueulasse. Allez. 19 à 7. C'est la remontada. Là, j'ai un peu d'avance. C'est Lodi On qui passe. est toujours en retard. C'est ça. Elle est encore en c'est l'histoire de 64, ma là. vie.
Archrealm. Alors, Archrealm, série de Chris Carter, créateur de X-Files, à qui on ne pouvait rien refuser. Et donc, en 1999, il a fait diffuser par la Fox Archrealm, qui s'est bien rétamé. Mais au bout de combien d'épisodes? 7. 12. C'est Sophie qui était la plus proche avec 9 épisodes produits. Donc Sophie a maintenant 21 points. 21 à 7. Tu nous sors des trucs là, mais même pas j'en... Non mais c'est fait exprès. J'ai fait quoi. Je me suis dit à un moment, il va forcément parler d'un truc dont j'ai au moins entendu parler, mais même pas quoi. Non, moi je pense qu'il les invente au fur et à mesure. Ouais, Matthew Perry qui a joué dans autre chose que dans Friends, n'importe quoi, Ça voyons. n'existe pas. Et il y a une autre série avec Matthew Perry qui arrive. Oh, il merde. tease. On s'amuse. Donc, prochaine proposition. The Lion's Den 2003 avec un gros casting. Rob Lowe, Kai Chandler et Elizabeth Mitchell. Combien d'épisodes pour Putain, mon cette mec, série? il est fan de Kai Chandler, il saurait lui. Je tape les 17. Elle a été diffusée sur France 2, mais une seule fois. Donc 17 pour Elodie. Moi je me dis 13. faut rentabiliser le casting. Et Sophie se tape 10 points, puisqu'elle a Olé été annulée par NBC au bout de 13 épisodes produits et moins de diffusés, je crois que c'était 4. The X-List, diffusé par CBS en 2008. Ah, ça je connais. Ça j'en ai déjà entendu Avec parler. Elizabeth Reaser, qui est plus connue pour la saga Twilight, entre autres. Combien d'épisodes pour The X-List? 32. Alors, je rappelle la règle, une saison... Ah, c'est une saison, merde, oui. C'est après une saison, et c'est 25 épisodes maximum. Ah, je retire. Eh ben, 21. Et 21. Eh ben 15. C'est Elodie qui était la plus proche, avec 13 épisodes. Donc, on est à 31 à 9. The Handler. The Handler, avec Joe Pantoliano, Ralphie dans Les Sopranos et acteur émérite, diffusé par CBS en 2003 et je crois que c'était M6 ou Paris Première ici. Combien d'épisodes? The Handler. 12. 8. C'est Elodie qui était la plus proche avec 16 épisodes de produits, ce qui lui a fait donc passer à 13 points, 31 pour Sophie et 13 pour Elodie. Tu me rattrapes là. J'ai Attention, hein. un petit trivia parce que ça m'a fait marrer. Lorsque j'étais sur le Wikipédia, la société de production s'appelle Haddock Entertainment, d'après le créateur Chris Haddock. Voilà, c'est pour nos amis amateurs de poissons. Ou du capitaine, on sait pas. C'est ce que j'allais dire c'est ça. aussi, ouais. Studio 60 on the Sunset Strip, j'en avais parlé Sophie, une autre série avec Matthew Perry, Ah oui, mais ça c'est plus diffusée connu, en 2006 par la NBC. déjà. C'est plus connu, Créée par je sais Aaron pas combien Sorkin, d'épisodes. combien d'épisodes a connu cette série très chère à l'époque? 4. J'aurais dit 8. Studio 60 on the Sunset Strip. Mhm. C'est Elodie qui était la plus proche, puisque la série a connu 22 épisodes. Donc Sophie passe de 13 à 27. Donc 31 à 27. Tarzan. Mais Tarzan, la série WB de 2003, avec, Oh là, ça a l'air avec d'être un Travis Fimmel, Avec qui lui-même. Avec Travis Fimmel en Tarzan. C'est qui? Le monsieur de Vikings. Je regarde pas. Bon, En fait, On m'en lui, a il a beaucoup que parlé, des rôles mais où je il a pas regarde besoin de pas. mettre un t-shirt, quoi. voilà, exactement. Combien d'épisodes pour cette adaptation de Tarzan? C'était sur qui? Chez qui? Sur WB, après ça a été diffusé une fois sur TF1, mais c'était pas Ok. bien. Et ça a été créé par Eric Kripke qui va créer Supernatural après. Ah. Mm. Ouais, je dirais, je sais pas, 8. Je vais dire pareil, donc je vais dire 10. Et malheureusement, Sophie se tape 10 points puisqu'elle a été nulle au bout de 8 épisodes. Bravo. 41-27. Hashtag 41, le 27. pif. Et C'est pas le vin. Alors, justement, donc Travis Fimmel connaîtra. Donc, ça a été diffusé sur TF1 sous le titre Jane et Tarzan en 2005. Et par contre, le directeur de casting a vraiment eu là une grosse vista.
parce que donc il y avait Travis Fimmel, tu avais Sarah Wayne Callis avant Prison Break, tu avais Lifton Mister avant, avant Gossip Girl, et tu avais même Mitch Pileggi en second rôle. Donc franchement, ils ont bien cartonné pour une série qui est totalement oubliée. Voilà, voilà. Oh, bébé chat. Oui, Romy. Privileged. Elle triche, elle a pris un chat. Privileged. Ouais, Privileged, donc une série avec Johanna Garcia de la CW, qui a été diffusée en 2008, que j'aime bien. Combien d'épisodes pour cette série Privileged? 17. 19. Alors, vous êtes à un épisode d'écart puisqu'il n'y en a eu que 18. Je devais donc décider Joli. de décerner un point à chacune. Donc c'est 42 pour Sophie et 28. Pardon, oui, 42 pour Sophie et 28 pour Elodie. Je m'arrêterai là, j'ai trouvé le sens de la vie. Il y a six autres séries à venir. The Good Family, donc celle-ci est inédite en France, donc ça explique pourquoi vous en avez quasiment pas entendu parler. Créée par Mike Judge et diffusée en 2009 sur ABC. Combien d'épisodes pour The Goody Family? 15. 21. C'est Elodie qui était la plus proche, il y a eu 13. Donc ça nous fait du 42 à 30. 2010, chez CBS, on a eu une adaptation avec William Shatner qui se nommait Shit My Dad Says. Combien d'épisodes pour Shit My Dad Says? Et le Capitaine Kirk original. Eh ben, tu nous sors des trucs là. 15. 11. C'est Sophie qui était la plus proche, il y a eu 18 épisodes. Et donc ça a été donc la série est, on va dire, assez oubliée, mais néanmoins donc le On créateur, n'a plus oublié à ce niveau-là. ouais, le créateur de Shit My Dad Says, en fait, il a bien mené carrière depuis, puisqu'il s'appelle Justin Halpern, et depuis il a créé non seulement, enfin il a co-créé et coproduit non seulement avec Catherine Schumacher la série Harley Quinn animée, et aussi Abbott Elementary. Donc good go, bonne carrière Comme depuis. quoi, hein. Mais ouais. Attends, le même William Shatner qui a 94 ans et qui va sortir un album de métal. Là. Exactement. C'est Et ça. donc c'est D'accord. une des rares sitcoms qu'il a fait à l'époque et qui était adaptée. C'était une des premières séries qui était adaptée d'un compte Twitter tenu par Justin Halpern qui a utilisé la série pour faire sa carrière à Hollywood. Voilà, Camoulox. D'accord. Camoulox. De ouf. Jenna Elfman, je la connais, je l'adore. Elle a joué dans une série annulée de CBS qui s'appelait Courting Alex en 2006. Combien d'épisodes pour Courting Alex? 16. 15. C'est Elodie Prends pas qui de était risque, la hein. plus proche. Non. Il y en a eu 12. Et petit fun fact, vous ne devinerez jamais qui a fait une petite carrière à Hollywood pendant les 12 épisodes de Courting Alex. Ben, c'est Hugh Bonneville de Downton Abbey, un de ses seuls rôles à la télé américaine. Voilà, Donc ouais, ça lui a réussi, hein, n'est-ce pas? de retourner chez les grands Bretons. Oui. Ils sont de moyenne taille, les Bretons d'ailleurs. Three Rivers, série médicale de 2009 avec Alex O'Loughlin, un autre Breton. Three 9. Rivers, combien d'épisodes? 9 pour 12. Elodie, qui dit mieux ou pire. 12. Eh bien, c'est Sophie qui était la plus proche avec 13 épisodes. Dans le doute, c'est toujours 13. Putain, c'est vrai en plus. Deux, Ça marche. on est de donc Sophie 46 points, Elodie 33 points. Donc conformément à ses prédictions, Elodie est en train de perdre, mais tout peut encore changer avec les deux dernières propositions. Gideon's Crossing avec le regretté André Broger, diffusé sur Série Club, même multi-rediffusé en 2000, créé par Paul Attanasio. Combien d'épisodes pour Gideon's Crossing, série médicale? On va faire la technique 13. 18. C'était Sophie qui était la plus proche, il y a eu 21 épisodes. Marche Donc, pas, cette 3 technique. 3 points pour Sophie qui est à 49 points avec Elodie qui reste à 33. Dernière proposition. Tu peux gagner sur ce coup-là. Ouais. Je sais pas, hein. Alors, avec, Je vais dire une, un, et avec voilà. une série, pour le coup,
la série ne va peut-être pas vous dire quelque chose, mais l'histoire vous dit forcément quelque chose. Spoiler alert d'Harrison Ford. C'est la série Le Fugitif. Oui, celle de 2000 avec Tim Daly. Putain, Combien oui, mais d'épisodes ça. pour Le Fugitif, diffusé ensuite sur France 2. 18. 13. Et c'est Elodie qui sauve l'honneur avec en étant la plus proche, mais ça n'est pas assez pour enfoncer Sophie au score, puisqu'il y a eu 22 épisodes. Et donc Elodie a donc 37 points, et la grande gagnante de ce quiz familial est Sophie avec 49 points. Yeah. 49 points. J'ai Pas lancé mal. des applaudissements, mais ils se lancent pas. Alors, bon, bah, clap, clap. Bon esprit. Hein. Eh bien, merci pour ce petit quiz. Je passe la parole. Bon, tu vas garder la parole, Florian, puisque tu vas nous parler d'un roman qui parle de destin, de mort annoncée, de J'ai- comment vivre avec ça, c'est ça? C'est ça, j'étais pas prêt, mais bon, voilà, hein, c'est un Je peu me comme la mange. mort. Ben, c'est un Hop. peu comme la mort, un quand c'est l'heure. Hein. Ah bah Allez, ça. bon. Donc, sans transition, ça s'appelle, donc c'est un livre qui s'appelle Les Immortalistes d'une autrice qui s'appelle Chloé Benjamin, qui est en cours d'adaptation, enfin en développement d'adaptation. On ne sait pas si ça sera une série pour Netflix. Ça fait plusieurs années que c'est donc racheté, donc en développement elle. Donc, si ça devient une série, peut-être vous irez lire le livre, mais je vous recommande plutôt de lire le livre dès maintenant, sans vous soucier si il y aura eu un jour un passage à l'écran ou pas. De quoi donc cela parle? En fait, c'est un high concept, hein, puisque c'est quatre, Quatre garçons dans le vent. non, pour le coup, c'est deux filles et deux garçons. Ils sont de la même famille. Donc, merci, tu ne m'as absolument pas aidé pour le synopsis que je n'avais pas sous les yeux. Donc c'est une famille new-yorkaise, donc rien à voir avec les quatre garçons dans le vent de Liverpool, donc qui sont une famille juive new-yorkaise avec donc la matriarche euh, qui s'appelle Gertie Gold, le patriarche qui tient une entreprise de confection et les quatre gosses Gold qui vaquent à leurs occupations et qui, par un jour d'été, ne trouvent rien de mieux que d'aller voir une voyante, Rome, et Varia, Daniel, Clara et Simon, donc deux sœurs, deux frères, hein, voilà, c'est la parité intrafamiliale. Euh, et un jour, voilà, une partie des frères et sœurs veulent savoir de quoi le demain sera fait et se dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien savoir si une voyante peut me dire quand est-ce que je vais mourir. Et donc les quatre vont donc le bureau, enfin pas le bureau, voilà la cachette de cette voyante. J'ai beaucoup de mal avec les pitchs et on leur révèle chacun donc dans l'intimité de cette séance la date de leur mort. Donc la voyante leur dit voilà de manière très très sobre la date de leur mort. Et c'est un point de départ à un gros roman épique qui va s'étendre sur à peu près 40 ans et qui est très très bien structuré puisqu'il va suivre donc un des enfants Gold euh, dans, euh, dans leur vie, sachant que deux des enfants Gold vont très très vite rompre un tout petit peu les ponts avec leur destin familial tout tracé, notamment donc le plus jeune qui est Simon et qui est homosexuel refoulé et donc qui fait limite une fugue à San Francisco donc au milieu des années 70 pour voilà donc aller dans la rue et vraiment commencer à vivre sa propre vie. Il est suivi par donc sa sœur Clara. Donc voilà, donc dans les premiers chapitres, ils prennent le bus et ils disent voilà, enfin sans dire au revoir à leur famille, et ils essaient de mener un peu leur barque à San Francisco, tandis que les deux autres, l'autre frère et l'autre sœur, donc Varia et Daniel, vont rester auprès de la matriarche de Gertie, qui commence à accumuler à un bout d'un moment les problèmes de santé, qui est très très protectrice, qui est très inquiète,
et qui leur pardonnera quasiment jamais le fait que voilà, ils ont choisi de vivre leur vie, de partir comme ça, alors qu'ils avaient un destin qui était tout tracé, et donc de littéralement couper les ponts. La raison pour laquelle je recommande ce roman, c'est que euh, il y a effectivement une petite filiation avec une série qui parle un tout petit peu de vie, de mort, de notre relationnel, un tout petit peu avec la mortalité. C'est une toute petite série dont vous avez peut-être pas entendu parler, qui s'appelle Six pieds sous terre, Six Feet Under. Moi, j'ai lu le pitch, j'y ai directement pensé, et il y a beaucoup moins d'humour, et il y a beaucoup moins, on va dire, une espèce de chaleur qui se développe entre la famille Fisher. Donc c'est pas vraiment un roman familial, mais c'est vraiment un roman qui suit les destins de chaque personnage, et une grosse partie de ces quatre frères et sœurs vont devenir, on va dire, obsédés par un tout petit peu l'idée de leur mort, et un tout petit peu l'idée de vivre leur vie à fond la caisse. C'est pas et le livre est très très bien structuré en quatre parties qui suit un des quatre frères et sœurs, donc pour chaque partie, sur plusieurs décennies, et et ça explore à la fois beaucoup de questionnements internes, mais aussi beaucoup d'univers qui sont très très différents, et de relations à leur famille qui vont être très très différentes. C'est-à-dire que dans la dernière partie, on va avoir la sœur Varia qui reste, et qui sera restée jusqu'au bout, veiller auprès de sa matriarche, donc qui accumule un peu les problèmes de santé, et qui aura vécu une vie très très solitaire. Elle sera devenue une scientifique émérite, qui travaillera le plus clair de son temps dans une comment ça s'appelle, dans un laboratoire avec des gorilles, sur lequel elle expérimente des traitements anti-longévité, mais pas forcément voilà, des traitements biochimiques, mais plus des traitements alimentaires, et elle étudie un tout petit peu les secrets de la longévité. Et alors qu'elle est plus ou moins travaillée par cet épisode où elle était toute petite, et où une voyante lui a dit: tu mourrais très très vieille, à 88 ans, et dès lors elle a eu ce déclic de voilà comment faire pour se préserver, etc. Donc il y a aussi, c'est un roman qui est assez existentialiste, c'est un roman qui euh, parcourt énormément. Donc il y a donc les deux premières parties sont avec le frère et sœur voilà, qui décident de couper les ponts, et qui sont les plus extrovertis, et qui vont vraiment explorer un tout petit peu l'underground de San Francisco dans les années 70-80, le milieu du spectacle, hein, et le milieu du spectacle vraiment donc de magie, puisque donc Clara devient magicienne, et devient une magicienne tellement réputée qu'elle va faire la première partie de Siegfried and Roy à Vegas, à Las Vegas. Et c'est une série, pardon, c'est pas une série, un livre qui est travaillé par une certaine, par une certaine noirceur, mais surtout qui est très bien dessiné dans ses questionnements, dans ses caractères. C'est une série, un livre, je vais y arriver, c'est un livre à l'écriture qui est très honnête, avec des confrontations entre frères et sœurs, ou entre proches, qui sonne très très juste. Et c'est aussi grâce à cette qualité de caractérisation que Chloé Benjamin, en fait, elle va commencer à nous surprendre, et commencer un tout petit peu à détourner le gros concept, donc avec ce concept limite fantastique, que voilà, on vous a dit la date de leur mort, et que le lecteur s'attend à ce que voilà, au bout d'un certain moment, voilà quoi, quand la date fatidique approche, que voilà les voilà, ils commencent à tomber comme des mouches. Et en fait, c'est au fur et à mesure, c'est un roman qui est beaucoup plus profond, parce que elle explore un tout petit peu les croyances et les relations qu'on peut avoir, à la fois envers notre propre mortalité, mais aussi envers un tout petit peu les obstacles qui peuvent intervenir, et voilà, précipiter notre mort, la maladie. Ça devient
une des obsessions et une des thématiques qui sont très très abordées sur la dernière partie avec Varia, puisque c'est celle qui a, entre guillemets, vécu le moins de trucs par rapport au reste de sa famille, mais ça reste aussi une saga familiale qui est bardée voilà, de deuil, de ressentiment, de frustration. C'est une, c'est comme j'essaie de vous le décrire, c'est quand même assez riche. C'est un bon pavé. J'ai vu des pavés un peu plus étoffés, mais bon, c'est un roman à 400 pages, hein. Ça se lit vraiment très bien aussi grâce à une structure qui est vraiment très bien travaillée, très bien étoffée. Et voilà, donc je vous la recommande aussi parce que même moi, je me suis laissé surpris, je me suis laissé surprendre par le sens, par les sens cachés et un tout petit peu le traitement euh, beaucoup plus fin et beaucoup plus intelligent que l'on a, voilà, des thèmes, voilà, un tout petit peu lourds que sont les problèmes, voilà, d'existentialisme. Fort bien. Et ben, en tout cas, moi, ça me donne envie de le lire, en fait. Je connaissais pas du tout. En vrai, j'ai été voir le pitch quand tu as rempli le conducteur, mais je connaissais pas avant, mais ça donne très envie. Et puisqu'on parle de destin et de trajectoire de vie, moi, je vous emmène au cinéma. Enfin, c'est plus au cinéma depuis un petit moment, mais voir un film, c'est Better Man. Bah, je vais être totalement honnête dès le départ parce que Better Man, à la base, je ne sais toujours pas comment ce film s'est retrouvé dans ma watchlist. C'est un vrai mystère. Je sais pas, peut-être une erreur de manipulation à 2 heures du matin. Parce que, en fait, Je te pose la question qui va amener ta critique. Est-ce que tu es fan de Robbie Williams, Elodie? eh bien, justement, pour être très clair, je m'en fous un peu de Robbie Williams. C'est Take pas que je. that! C'est pas que je le déteste, hein, mais c'est pas un artiste que je suis. J'ai pas particulièrement écouté. Surtout, comme vous le savez, je déteste les comédies musicales. Oui, je sais, bou, bou, mais voilà. Mais en fait, dès que des gens commencent à régler leurs problèmes émotionnels en chantant dans la rue, moi, franchement, je décroche. Donc, sur le papier, bah, Better Man, c'était le film le moins fait pour moi. Et pourtant, j'ai été complètement cueillie. Déjà, il faut parler du concept, parce que Better Man, c'est pas juste un biopic de plus sur la gloire, la chute, la rédemption et tout ce qui s'ensuit. Non, en fait, le film fait un choix un petit peu dingo, comme disent les jeunes. Robbie Williams, il est incarné par un singe en image de synthèse. Voilà. Alors, faut savoir que, en fait, j'ai lancé le film sans rien savoir. Donc, bon, ça surprend un petit peu au début quand même. Voilà, c'est un singe donc qui chante, qui souffre et qui devient une superstar mondiale. Donc oui, au début, on se dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est un caprice artistique ou une blague? Peut-être un délire de réalisateur en roue libre? Est-ce que Et tu es en puis, train de regarder Rocorico mais avec un singe? oh La oui, dédicace aux gens non. qui se souviennent de Rocorico. Et puis, bah, finalement, très vite, on comprend parce que en fait, ce singe, c'est pas juste un gimmick rigolo. C'est vraiment la façon dont Robbie Williams se voit lui-même comme quelqu'un un peu à côté de l'humanité normale. C'est un animal de foire, un type applaudi quand il fait le show, mais rejeté dès qu'il montre ses failles. Et bah, bizarrement, bah, en fait, ça marche vraiment. Au bout de 10 minutes, le fait que ce soit un singe devient assez secondaire. On voit plus vraiment l'effet spécial, heureusement, parce que c'est pas toujours très bien fait. Mais on voit juste un mec paumé, en manque d'amour, qui essaie d'exister. Pour ce que ça raconte, en fait, le film commence assez tôt, avec son enfance et la relation compliquée qu'il a avec son père, et ce besoin constant d'approbation. Et en fait, c'est là que le film devient assez fort parce que ça parle moins du succès que du vide intérieur, de tous ces moments où en fait il obtient tout ce qu'il pensait vouloir, la célébrité, l'argent, le regard des autres, tout ça. Et en fait, il se rend compte que bah, ça ne l'a pas réparé, quoi. Donc oui, il y a des numéros musicaux. Et je le redis, je déteste les comédies musicales. Mais ici, en fait, les chansons, elles sont jamais là juste pour faire joli. Déjà, il n'y en a pas énormément. Et elles servent plutôt à exprimer des choses que les mots tout seuls n'arrivent pas à dire. Il va parler de la honte, de son ego, de la dépression, sa tendance à l'autodestruction. Et c'est pas juste, tiens, si on chantait parce qu'on est content. C'est plutôt une manière de s'exprimer parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le faire. Visuellement, alors, le film est très généreux, on va dire. C'est coloré. C'est parfois très excessif. Des fois, c'est too much. Voilà. Il y a une espèce de scène un peu finale de concert où, à un moment donné, on se retrouve dans un péplum avec des singes.
Bon, c'est peut-être un peu trop, mais bizarrement, ça colle parfaitement à l'état mental du personnage. On est vraiment dans sa tête, dans un espèce de chaos euphorique, une espèce de chute libre assez terrifiante. Et puis, à l'opposé, il y a aussi des scènes qui surprennent par leur douceur. Il y a des moments très calmes, presque fragiles, où en fait, on peut un peu ralentir et on nous laisse avec ce singe qui est seul face à lui-même. Et franchement, je m'attendais pas à être touchée autant, parce que ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Better Man, ça glorifie jamais la descente aux enfers, contrairement à ce que Ryan Murphy fait. Là, on montre en fait juste cette descente et ça la rend fatigante en fait, ça la rend répétitive, sale. C'est vraiment pas glamour. On nous montre les addictions, l'autosabotage, les angoisses, et c'est pas traité comme une période rock'n'roll, voilà, mais vraiment comme la spirale, vraiment une descente aux enfers, quoi. Et c'est une spirale dont on se sort pas facilement, même quand on est riche et célèbre, quoi, comme quoi ça n'achète pas tout. Et pourtant, le film n'est jamais plombant. Il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, il y a une vraie lucidité sur le côté absurde de la célébrité. Et Robbie Williams n'est pas présenté comme un espèce de génie incompris, mais comme un gars bourré de défauts, qui est parfois insupportable, qui est souvent lâche, et qui est finalement assez humain, même si c'est un singe. Et ce qui m'a touchée au fond, c'est que le film parle d'un truc très universel. C'est le sentiment de jamais être assez, de pas être assez bien, de pas être assez aimé, de pas être assez légitime. Et ce discours-là, il dépasse complètement Robbie Williams. On peut ne rien connaître à sa musique et ne pas aimer ses chansons, et quand même se reconnaître dans cette peur d'être démasqué un jour. Alors oui, tout n'est pas parfait. Le film est parfois un petit peu long. Il y a certains passages qui sont très démonstratifs et un peu what the fuck. Et si vous êtes allergique aux effets visuels ou au côté grand spectacle, il y a des moments qui pourront vous sembler excessifs. Mais honnêtement, je préfère mille fois un film qui tente des choses, quitte à se casser la gueule, qu'un biopic propre, lisse et interchangeable. Donc voilà, Better Man, c'était un film que je n'étais pas censée aimer à la base. Il cochait vraiment toutes les cases de ce que je suis habituellement. Et pourtant, je suis sortie du film vachement émue et surtout surprise d'avoir été aussi touchée par un singe qui chante sur ses névroses. Écoutez, comme quoi parfois les meilleures claques viennent vraiment de là où on les attend pas. Donc voilà, je vous le recommande. Alors moi, je crois que je l'avais regardé sur Prime Video, mais ça fait un petit moment, donc je ne sais pas s'il est encore disponible. Je crois qu'il est Mais sur sinon, Canal+. Enfin, il est sur Canal+, avec l'abonnement jusqu'à genre fin avril. et ben voilà. Tu Maintenant, parlais du côté universel en fait de Better Man. Donc ma question c'est, est-ce que tu penses que le film décrit une planète de singes? C'est- alors, il y a très peu de plages et très peu de statues de la liberté à moitié ensevelies, Hmm. mais et moins de fin du monde. Enfin, Donc il presque. y a un César mais pas de salade. Oh oui, la blague est valide. Et pour finir, on va rester au cinéma, mais on change totalement d'ambiance puisque Sophie va nous parler de Sinners. Elle va essayer si elle arrive à relancer son micro. Ouais, moi voilà, j'ai dit, je parle de trucs que j'aime. Si vous aimez le blues, restez. Si vous n'aimez pas le blues, restez aussi, parce que moi le blues, c'est pas du tout mon truc à la base. Et euh, Sinners, j'en ai entendu parler l'année dernière. Tout le monde disait ouais, c'est une comédie musicale, machin et tout. Moi j'adore les comédies musicales. Ce film n'est pas du tout une comédie musicale, donc voilà, déjà on m'a menti sur la marchandise, mais ce film est absolument exceptionnel. Je l'ai trouvé incroyable et je comprends mieux pourquoi en fait il a été nommé à autant d'Oscars, pourquoi ce film a beaucoup fait partie, en tout cas parmi tout mon Twitter, mon Blue Sky, mon Instagram cinéma a fait partie des top 5 de 2025 parce que ce film il est génialissime. Je l'ai vu au cinéma et déjà j'aimerais remercier tous les gens qui m'ont prévenu, qui m'ont spoilé le film en me disant attention, là tu vas avoir des armes à feu, là tu vas avoir des armes à feu, là ça va être une explosion d'armes à feu parce que je l'ai vu au cinéma, donc dans une salle noire, enfermée, donc dans les pires conditions possibles pour voir ce film, et pourtant j'ai passé un excellent moment. Et puis ce qui est génial aussi, c'est que on a double dose de Michael B. Jordan qui joue des jumeaux et qui les joue incroyablement bien. L'histoire, en fait, c'est on commence le film. Va y avoir un peu du spoil, hein, mais le film il a 1 an, c'est pas grave. Et puis là, bon, on a le droit.
Le film, il commence en fait on est en 1930 et on a un petit jeune, un jeune noir qui arrive devant une bâtisse qui s'avère être une espèce de petite église, peut-être même de chapelle de fortune. Il rentre, il a un reste de guitare à la main, il est blessé et il y a son père qui arrive qui lui dit de laisser sa vie de vice, d'arrêter tout ça, que maintenant il doit lâcher cette guitare, qu'il doit rentrer dans le droit chemin, qu'il doit revenir vers Dieu, tout ça. Et puis tout d'un coup, on a un jour avant. Et en fait, on a on a des frères, des jumeaux qui arrivent, donc les frères Smokestack. Donc c'est Michael B. Jordan. Et dès la première scène, on voit que les deux frères sont absolument pas pareils, mais qui en même temps, c'est la même personne, donc ils sont exactement pareils. En fait, ils ont envie d'ouvrir dans le Mississippi des années 30 un club de blues pour les Noirs du Mississippi, enfin en tout cas du patelin de là-bas. Ils achètent ça à un homme blanc qui est gros, qui est dégueulasse, et dont on se doute très vite qu'il fait partie du Ku Klux Klan parce qu'il dit qu'il n'y a plus de Ku Klux Klan dans le coin, donc bon, tu sais déjà qu'il ment. Et en fait, toute cette journée, en fait, ça va être comment ils ont réussi à faire venir des gens dans leur entourage qu'ils n'ont pas vus depuis de nombreuses années parce qu'ils sont partis faire la guerre et qu'ils sont partis vivre à Chicago faire fortune. Comment ils vont réussir à réunir des gens pour pouvoir ouvrir leur club de blues dans une grange. Ils vont pouvoir ouvrir leur club de blues et c'est pour moi ce film, c'est vraiment une nuit en enfer de la génération actuelle. Parce qu'en fait, c'est ça va être une nuit en enfer. J'ai pas trop envie de spoiler non plus, même si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, parce qu'on sait qui sont les méchants. Mais c'est exactement ça. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit que c'était une comédie musicale et pas du tout en fait. C'est pas comme tu dis, Hello, des gens qui vont se mettre dans la rue et qui vont commencer à chanter. On n'est pas dans West Side Story, on n'est pas dans Moulin Rouge, on n'est pas dans Chantons sous la pluie et d'autres encore. Mais en fait, la musique est un personnage du film. La musique, elle est là pour apporter des choses, elle est là pour raconter des choses dans le film. Elle est incroyable. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la musique est nommée aux Oscars et Je crois c'est que largement mérité. c'est toujours Ludwig Göransson, hein. Oui, Et entre autres, et tout à Raphaël fait. Sadik qui a fait une des chansons principales du film, hein. Raphaël Sadik qui est une Qui est légende. nommé aux Oscars. Enfin, je sais qu'il y a I Lied to You qui est nommé aux Oscars. Et en fait, cette chanson, quand elle commence, donc on est vraiment dans le gros du film. On est à la moitié du film à peu près, voire on arrive vers la fin. Il commence à chanter, donc il est avec sa guitare. T'as un autre personnage qui arrive et qui le suit avec le piano. Et tout à coup, ça devient un espèce de maelstrom, vraiment. C'est un immense bordel joyeux où tu as du blues, tu as du rap, tu as du hip-hop. En fait, tu as plein de figures de la musique noire en fait, qui sont là dans cette fête des années 30. Bon, à un moment, tu as un truc qui est atroce et en fait, c'est une personne qui a un espèce de costume avec un énorme masque blanc et vraiment le masque, à un moment, regarde la caméra et j'ai l'impression qu'il allait me dire « je vais manger ta peau ». Vraiment, ça m'a traumatisée, j'y pense encore. Et vraiment, ce film, dans ce film, en fait, les méchants, c'est pas forcément ce qu'on pense être. C'est pas cet Irlandais qui a transformé des gens comme lui. C'est pas lui, il est là en fait pour voler un peu la musique d'un des personnages principaux. Et il est là parce qu'en fait, il veut lui voler sa musique, il veut avoir une famille, il veut retrouver en fait ce que les Blancs en Irlande lui ont déjà volé. Et lui, à son tour, veut voler aux Noirs la musique pour pouvoir avoir une famille. Et la musique, en fait, c'est vraiment ce qui rapproche les gens. C'est vraiment, pour moi, si ce n'est le personnage principal. Et puis bon, on se rend vite compte qu'en fait, les méchants, c'est pas forcément ce qu'on pense être, hein. Forcément, les méchants, ça va être le Ku Klux Klan. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que c'est fait avec beaucoup de Personnellement, subtilité. j'aurais jamais vu venir que les méchants soient le Ku Klux Klan. On s'y attend pas dans les années 30 dans le Mississippi. Et en fait, on les voit qu'à la fin du film aussi. C'est ça qui est assez dingue. Parce qu'en fait, pendant tout le film, c'est marrant. Enfin, non, je peux pas le dire comme ça, mais en fait, là, il y a un personnage blanc. Enfin,
qui est gentil dans le film. Et en fait, c'est une blanche, c'est Hailee Steinfeld qui est juste de bout en bout. Et en fait, c'est majoritairement des acteurs noirs. Il y a 2 acteurs aussi qui sont asiatiques. Et en fait, c'est vraiment un film, c'est une ode à la communauté noire des années 30 et même de maintenant, à leur musique, à ce qu'ils ont fait pour l'émancipation des Noirs qui, à ce moment-là, travaillaient encore dans des champs de coton. Alors, il n'y avait plus d'esclavage, hein, ils étaient toujours à travailler pour des Blancs dans des champs de coton, à être encore... enfin voilà, on profitait d'eux, ils étaient à peine payés. Dans le film, c'est dit d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ne payent pas, ils disent je vous amènerai ma solde une fois que je l'aurai touché. Le film parle de ça, mais avec beaucoup de subtilité. La musique est incroyable, le casting, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur. Jack O'Connell qui joue Remick. Alors moi, je connais pas cet acteur. Apparemment, il joue dans... Je crois qu'il joue dans Skins, je crois, la version anglaise, si je dis pas de bêtises. Ce mec, il a à tout péter, il doit avoir 45 minutes d'écran sur plus de 2 heures de film. Le mec, il est fou, il est incroyable, il m'a terrorisé et en même temps, il m'a fait rire, il m'a donné envie de pleurer. Vraiment, Sinners, c'est un grand film, je trouve, parce qu'il aborde énormément de choses qui sont toujours d'actualité à l'heure actuelle aux États-Unis, parce que, on va pas se mentir, les États-Unis à l'heure actuelle, ça pue la merde. Hein. Il y a Donald Trump, il y a le fascisme qui est en train de tranquillement s'installer chez eux. Les étrangers, les noirs, ils en prennent plein la gueule et je trouve que c'est bien d'avoir fait un film comme ça à l'heure actuelle et qu'il ait eu autant de nominations aux Oscars parce qu'il ne les vole pas, au contraire, c'est amplement mérité. J'espère que ce ne sera pas Timothée Chalamet qui va gagner l'Oscar cette année. Hein, je dis pas ça parce que bon, il a besoin de redescendre. Il a besoin de redescendre un petit peu et que son melon dégonfle et parce que c'est un connard de Stéphanois en plus. Donc voilà. Ici on l'aime pas. Non mais voilà, c'est important. Hein. Je veux dire, il emmènera Kylie Jenner pleurer au chaud dans le chaudron. Ce sera cool. Mais vraiment, Sinners, moi, c'est un film qui m'a surprise parce que je savais pas, j'avais vu la bande-annonce et même en voyant la bande-annonce, je trouve qu'elle en révèle pas tant que ça parce qu'en fait, j'ai pas tout compris. Et quand j'ai vu le film et que j'ai replacé ce que j'avais vu dans la bande-annonce, et en fait, j'ai été hyper surprise. Si vous craignez les armes à feu comme moi, par contre, faites gaffe parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un moment où ça commence et ça ne s'arrête jamais. Ça aborde des problèmes des années 30 mais qui sont encore d'actualité à notre époque. La musique est folle. Je veux dire, je l'ai vu il y a 15 jours, j'y pense encore. Je pense encore à ce film de temps en temps comme ça. Je me dis putain, dans Sinners quand même il y a ça. La musique je l'écoute en boucle alors que c'est pas du tout ce que j'écoute à la base. C'est vraiment un film qui prend et qui une fois qu'il t'a pris il te lâche pas. Et voilà, qui devrait être vu par beaucoup. Si je dis pas de bêtises, il est dispo sur Amazon. La dernière fois que j'ai vu, il était dispo en non payant, si je dis pas de conneries. Il est sur Canal sinon, enfin il est pour les abonnés à Canal. Voilà. Ouais, mais moi je donne pas d'argent à Bolloré. Mais j'en donne à Jeff Bezos. Je ne fais que signaler. Mais ouais, voilà, si je dis pas de bêtises, vous pouvez aussi le voir sur Amazon Prime. Et vraiment, c'est un film où il y a de la musique, mais où la musique, elle remplit un rôle, elle est là pour quelque chose. Et en plus, on a la chance d'avoir Michael B. Jordan torse nu à un moment, et rien que pour ça, merci la vie, quoi. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci la vie. C'est un contraste face à Hurlevent. Oui, c'est bien. Ça change de Léo de Hurle t'es mort, quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose d'incroyable et c'est génial. Comme quoi, quand on fait un bon film, ça change tout. On peut aussi aimer des films. Ben oui. Eh bien, merci à tous les deux pour vos recommandations. Donc, je rappelle, dans le récap de la semaine, donc, on a parlé de The Beauty et Love Story qui sont disponibles sur Disney+, The Mask of the Red Death qui est sur Prime Video, Heated Rivalry qui est sur Prime, Prime, pardon, HBO et HBO Max. Ouais, et oui, Hurlevent que vous n'irez pas voir. Ensuite, pour les recommandations, on a parlé donc de Les Immortalistes que vous retrouvez dans toutes vos bonnes librairies, Better Man qui est sur Canal et ainsi que Sinners. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, c'est proposé avec amour.
Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Club Sandwich. Et puis, en attendant, eh ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine et surtout, Bonne soirée!